Alors je ne vais pas tout de suite venir sur la nature. Je vais parler de la nature, parce qu'effectivement, je crois qu'il va falloir parler de la nature. Mais d'abord, je dirais une chose, c'est que la théorie du genre est inintelligible. La théorie du genre n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore compris dans les milieux ultra-féministes, mais aussi dans la loi Taubira, si on veut se débarrasser du genre ou si on veut établir des genres. Je m'aperçois, quand je lis Judith Butler, elle veut se débarrasser du genre à certains moments de son texte. Mais à d'autres moments de son texte, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est pour la multiplicité des genres. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faudra demander à cette théorie, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez plus de genres du tout ou plusieurs genres? Vous voyez, c'est intéressant. J'ai écouté le discours de Liliane Taubira lorsqu'elle a élaboré sa loi. Qu'est-ce qu'elle a dit à un moment? Elle a dit le mariage homosexuel pour tous, le mariage pour tous est institué et a été voté, et elle a eu cette phrase à égalité de genre. Donc qu'est-ce qu'on est? On est en fait devant quelque chose qui n'est pas très cohérent et pas très clair. Je crois que d'abord, la théorie du genre n'est pas claire. Deuxièmement, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout dans le livre de Judith Butler, comme d'ailleurs dans le livre de Michel Foucault, ou bien encore dans les ouvrages de Derrida, c'est le fait de vouloir se débarrasser de la notion de normalité et de pratiquer ce qu'on appelle la subversion des identités. Si vous lisez le livre de Judith Butler, dès le début du livre, elle annonce la couleur. Son désir, c'est de subvertir les identités. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un monde dans lequel on a subverti les identités? C'est un monde invivable. Personne ne peut vivre sans identité. Personne ne peut vivre à un moment dans la subversion. C'est pas possible. Je veux dire, c'est très joli de parler de la subversion des identités. Mais quand on a affaire à des enfants qui n'ont pas d'identité, qui n'ont plus d'identité, qui ne sont plus capables de se structurer, quand on a affaire à des gens qui ne sont pas capables de s'insérer dans ce qu'on appelle le cours normal d'une existence, on a affaire à énormément de souffrance. Donc j'ai envie de dire, dans la théorie du genre, il faut faire attention. Vous voulez vivre dans un monde qui est un monde qui sera une combinatoire, un jeu au gré des circonstances, eh bien, à un moment, nous apercevons que ce monde est invivable et ce monde risque, à un moment, de complètement perturber les enfants. C'est-à-dire, je vois mal comment on pourra expliquer à des enfants de 6 ans que l'homme, la femme n'existent pas, que le masculin et le féminin sont des mythes, que l'homme est une invention, et qu'à un moment, vivre, c'est faire, c'est choisir les choses comme on veut et quand on veut. Il faut faire attention, parce que ça, c'est un langage de folie, c'est un langage de délire, c'est un langage extrêmement violent. Vous voyez, j'ai écouté les discours qui sont tenus par ceux qui vont enseigner la théorie du gender. Alors j'ai entendu 2 choses à propos de la théorie du gender. La première, c'est un film qu'on va diffuser sur des petits poissons et dans lesquels on voit des petits poissons mâles qui peuvent embrasser d'autres petits poissons mâles ou des petits poissons femelles qui peuvent embrasser d'autres petits poissons femelles. Et le discours qui sera tenu est un discours qui consistera à dire, tu vois, tu vas pouvoir, si tu es un petit garçon, embrasser un autre petit garçon et il n'y aura pas de mal. Tu vois, si tu veux, tu pourras embrasser une petite fille si tu es une petite fille, il n'y aura pas de mal. C'est-à-dire, nous arrivons là à quelque chose qui est grave, qui est la dissolution des identités.
Autrement dit, je dis attention, c'est très difficile dans la vie de construire une identité. Vous voulez subvertir les identités. Vous voulez introduire le modèle transsexuel à l'intérieur des écoles avec les enfants, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Comment pouvez-vous désirer détruire l'identité alors que vous savez qu'à côté de l'école, il y a des asiles psychiatriques où des gens hurlent de douleur parce qu'ils ne savent plus quelle est l'identité? Donc je pense qu'ici, il faut simplement avoir un acte de conscience. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui. Vous avez des veilleuses, qu'on appelle les mères veilleuses. Elles vont sur les marchés et elles disent aux gens qui sont là, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est pour un enfant d'avoir deux pères et deux mères? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, la notion de mariage? Simplement, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que veut dire à des enfants, on va subvertir les identités et on va pouvoir jouer avec tout? Vous voyez? C'est-à-dire, nous qui avons des responsabilités dans le monde de demain, nous devons appeler à la responsabilité des paroles. Et nous devons demander aux politiques et aux gens, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire et de dire? Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec la manière dont vous voulez produire des enfants, vous allez détruire les notions de père et de mère, vous allez détruire la filiation? Est-ce que vous avez pensé à l'enfant, à sa perturbation, à ce que ça va provoquer chez lui? Et ça, c'est important. La deuxième chose, vous voyez, au niveau de la perturbation des identités, il y a l'idée, papa porte une robe. Alors vous m'avez dit, voilà, c'est un père qui fait de la danse, un jour il doit aller chercher son enfant à l'école, il n'a pas le temps de s'habiller, et il met un tutu, et il vient avec un tutu chercher son enfant à l'école. Moralité, papa porte un tutu, ça n'a aucune importance. La phrase que nous allons entendre, c'est ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que vous en savez que ça n'a aucune importance? Qu'est-ce que vous en savez dans la tête d'un enfant de savoir où il va se situer dans son identité? Où il va se situer par rapport à un père et une mère? Quels vont être ses repères? C'est quand même extraordinaire que Françoise Héritier, lorsqu'elle a écrit un article où elle défendait le mariage pour tout, a eu cette phrase stupéfiante, en disant « Les enfants s'adapteront, ils sont plastiques. » Les enfants s'adapteront, ils sont plastiques. Bien. Donc ça, c'est ce qui me paraît important. C'est-à-dire, je crois qu'il y a ici un problème de responsabilité. L'identité, c'est important. L'identité, c'est quelque chose qui nous structure. D'où vient l'identité? Qu'est-ce que c'est que l'identité humaine? L'identité humaine, elle vient justement de la nature. Quand on parle de la nature, on prononce le petit mot « la ». Et qu'est-ce que c'est que le « la » ? Le « la » de la nature, c'est le principe d'unité qui unifie la nature et qui permet à celle-ci d'être la nature. C'est-à-dire, c'est l'harmonie, l'un. Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de la réalité? À l'origine de la réalité, il y a ce qu'on appelle un principe harmonieux, qui fait que la réalité est la réalité, et ce principe harmonieux est à l'intérieur de nous-mêmes, et il est nous-mêmes. Avoir une identité, c'est pas être figé dans des catégories qui sont héritées de la culture, c'est une condition de possibilité de nous-mêmes. Nous vivons dans un monde qui est marqué par le monothéisme, et dans lequel il est rappelé que Dieu est un, que le divin est unité. Et nous parlons à un moment de l'homme et de l'unité de l'homme. C'est important d'avoir l'un et de ne pas être dans le multiple, parce que c'est le l'un, ça ne veut pas dire l'unique qui exclut les autres, ça veut dire le principe harmonieux qui se trouve dans la nature et le principe harmonieux qui est en nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est que faire de la philosophie, élever des enfants? C'est se mettre à l'écoute de ce qui est harmonieux dans l'existence pour pouvoir le faire vivre. Et nous écoutons ce qui est harmonieux à l'intérieur de nous, et c'est la musique de notre être qui nous permet à un moment d'avoir le sens du vrai, du faux, du bien, du mal, du beau, du laid. Donc ça c'est important, et c'est difficile, et ça doit être protégé.
Donc il va falloir de dire, qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est une construction véritable. Et la construction véritable, c'est permettre aux gens de vivre leur unité profonde de leur être dans un monde uni. Donc ça me paraît important. Et je dirais qu'en ce sens, vous voyez, il faut faire attention aux notions d'identité. Deuxième point, quand j'écoute la théorie du gender, je suis sidéré par la manière dont on ose parler de l'homme. Et je considère que cette théorie va contre, non seulement les droits de l'homme, elle va contre les droits de l'homme en allant contre l'homme. Si vous lisez Judith Butler, qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle voit les choses? Elle voit les choses, les hommes, c'est des corps dans lesquels, à un moment, s'inscrivent ce qu'elle appelle des pratiques signifiantes qui débouchent sur la sexualité. C'est-à-dire, jamais un être humain, homme ou femme, n'a un nom, n'a un visage. Jamais j'ai affaire à une personne humaine. La notion de corps, c'est ce qu'on utilise pour désigner un cadavre. Parce que quelqu'un est mort, on nous montre le corps. On dit, voulez-vous voir le corps? Mais le corps, c'est le corps de quelqu'un. Ce n'est pas le corps en tant que tel. Donc nous sommes ici dans quelque chose de grave. Demain, on va parler aux enfants de la théorie du gender. On va leur parler de la sexualité, on va leur parler du corps. On va leur parler de l'homme en termes de corps, on va leur parler de la sexualité en termes de sexualité. On va être dans un langage cadavérique. On va faire un monde de morts. Et nous apercevons, c'est la même chose au niveau de la sexualité. La sexualité ne peut pas fonctionner sans amour. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'on va donner des cours de sexualité aux enfants et où sera l'amour? Est-ce que nous sommes, la vision qu'on a de la sexualité, c'est une vision de consommateur et de libre choix, où on doit pouvoir choisir son sexe comme on veut. Mais nous apercevons que dans la pratique, il est impossible de faire l'amour à quelqu'un sans lui parler. Montaigne disait, ne faites jamais l'amour à une femme à qui vous ne parlez pas. Platon explique que la sexualité est liée à du sens, à de la poésie, à du sentiment. Et s'il n'y a pas le minimum d'amour à l'intérieur de la sexualité, ça ne marche pas et c'est une catastrophe. Donc je pense ici qu'il y a quelque chose qui est grave, c'est que le langage qui présente la sexualité uniquement à partir du corps et de la sexualité, sans parler du nom et du visage, sans parler des sentiments et sans parler de quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, c'est quelque chose qui va contre l'homme. C'est quelque chose qui détruit les droits de l'homme, c'est-à-dire cette théorie est contradictoire en tant que telle. Elle prétend vouloir apporter la liberté, elle apporte la plus grande violence qui soit. Vous voyez, je dirais que la vision qu'on a de la sexualité, c'est une vision concentrationnaire. Dans les camps de concentration, les déportés n'avaient ni visage, ni nom, ils étaient traités comme du bétail, et à un moment, tout était ramené à des fonctions primaires. Donc ça, je pense que c'est le deuxième point. Le premier point, c'est de dire, est-ce que vous avez conscience de ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de raconter quand vous dites que vous voulez subvertir les identités? Est-ce que vous avez le minimum, vous avez élevé des enfants pour essayer de vous comprendre ce que c'est d'enlever à un enfant sa notion d'identité? C'est extrêmement grave. Et d'autre part, comment osez-vous parler de la sexualité qui est quelque chose de sacré, et je vais y venir, et quelque chose de magnifique? Comment osez-vous parler de l'être humain en le réduisant à son corps? Comment osez-vous parler de la sexualité en supprimant l'amour? Le dernier point qui me paraît important, et là je vais venir sur deux points. Ce monsieur a parlé de la nature, et je pense que c'est très important. Qu'est-ce que c'est que la nature? C'est un grand enjeu à l'intérieur de la théorie du gender, à l'intérieur du mariage pour tous. La vision que nous avons de la nature est héritée de Sartre, dans laquelle Sartre nous explique que la nature provoque en lui la nausée. Pourquoi? Parce que la nature, selon lui, c'est ce qui fige les choses dans une essence, et c'est ce qui empêche la liberté. Donc pour Sartre,
La réalité de l'homme se trouve dans le moi et nous dirons que la nature, il n'y a pas de nature. Sartre a dissous la notion de nature. Simone de Beauvoir a dissous la notion de nature. Alors j'aimerais rappeler quand même que la nature, ce n'est pas simplement quelque chose d'hostile, quelque chose qui provoque la nausée, quelque chose qui nous annihile. L'homme fait partie d'un tout qui s'appelle le cosmos, qui s'appelle la nature. Et la nature, c'est le principe vivant de son être. Le mot nature vient du mot latin qui veut dire nascor, naître, et qui désigne un processus de croissance. La nature, c'est quelque chose de vivant. Je vous ai parlé de l'un. Je vous ai dit, dans la nature, vous avez le mot un, la nature, et vous avez le mot nature. Le mot un, ça renvoie au mot grec cosmos, et le mot nature, ça renvoie au mot physis. Cosmos, physis, ça décrit quoi? Le côté statique et le côté dynamique de la nature. Nous sommes, premièrement, dans quelque chose, nous appartenons à une existence où il y a un principe qui organise le monde. Premier point. Et deuxièmement, c'est un principe vivant. L'homme ne vient pas de rien. L'homme s'inscrit dans la vie. L'homme est un moteur de la vie. L'homme, comme dit Épictète, est ce point de l'univers dans lequel la conscience rentre à l'intérieur de l'univers et l'univers devient un univers conscient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'homme, il y a des données qui ne sont pas simplement humaines. Il y a des données vivantes qui nous permettent de nous construire. Et ces données vivantes montrent quoi? Ça a du sens de s'inscrire dans la nature. Moi j'ai toujours trouvé contradictoire que dans le même gouvernement, il y a un ministère de l'écologie et qu'en même temps, on fasse la loi du mariage pour tous. La loi du mariage pour tous, la théorie du gender, veulent détruire la nature. Et l'écologie essaye de nous expliquer qu'il faut absolument la protéger. Alors j'ai envie de dire, comment est-ce que vous pouvez d'un côté détruire la nature et de l'autre côté aspirer à la protéger? Si vous voulez aspirer à protéger la nature, il va falloir aussi protéger l'homme. Il va falloir aussi considérer qu'il y a une nature. Alors, je pense qu'il y a une nature humaine. Je pense qu'il y a une nature de la sexualité. Je pense qu'il y a une nature de l'homme et de la femme, et ça n'est pas du tout quelque chose qui va aliéner l'homme, aliéner la femme. C'est au contraire ce qui va permettre la liberté de l'homme et de la femme. Pour comprendre, et j'en terminerai par là, pour comprendre la sexualité, pour comprendre le couple, pour comprendre le mariage, pour comprendre la condition humaine, je crois qu'il faut remonter au sacré de l'existence. Et il faut remonter à la base de l'existence. Qu'est-ce qu'il y a à la base de l'existence? Il y a ce que la société française ne veut pas entendre nommer, c'est Dieu. Dieu que je dis, source ineffable de vie. Il y a quelque chose d'ineffable dans la vie, qui est ineffablement beau. Et Dieu parle en nous par la beauté du monde, et il parle en nous à travers le plaisir et le goût que nous avons de vivre. Qu'est-ce qui caractérise Dieu? Aristote nous dit, Dieu n'est pas simplement un principe vivant, beau, savoureux. C'est celui qui veut diffuser la vie et faire vivre. Et là, je dirais que nous tenons ici l'essence du mariage et l'essence de l'homme et de la femme. Faire vivre quelque chose, ça veut dire se marier avec cette chose. Et rentrer dans le masculin et le féminin fondamental. Vous voyez bien que dans la tradition chrétienne, ce qui est à la base de la vision du monde, c'est la noce. La noce que Dieu fait avec l'univers, que Dieu fait avec l'homme, que Dieu fait avec l'ensemble de la création. Et cette noce reproduit très exactement le rapport sexuel. Dans la sexualité, il y a la pénétration et il y a le fait d'être pénétré. Nous dirons que la femme est celle qui est pénétrée, le féminin est ce qui est pénétré, et le masculin est ce qui est pénétrant. Mais le mot pénétré et pénétrant, c'est un mot profond.
il ne faut pas simplement l'associer à l'image des sexes, mais il faut l'associer à l'image de la pénétration au sens de l'ultra-profondeur, de l'ultra-vivant. Qu'est-ce que fait Dieu dans sa création? Dieu fait vivre sa création, il la pénètre avec son verbe, la création se laisse pénétrer par Dieu, et on vit là quelque chose de pénétrant, c'est-à-dire quelque chose qui va dans l'ultra-profondeur de la vie et de nous-mêmes. Donc, je crois que là, nous détenons ce qu'on appelle un principe ontologique. Judith Butler explique qu'il n'y a pas d'ontologie de l'homme, pas d'ontologie de la femme, pas d'ontologie du couple. Eh bien, vous voyez, si demain nous luttons contre la théorie du gender, il va falloir faire de l'ontologie. Et faire de l'ontologie, ça veut dire que là, la sexualité, c'est pas ce qu'on veut quand on veut. C'est pas un produit de consommation. C'est pas un Kleenex. La sexualité est un principe qui nous amène à la création du monde. Cet été, j'ai écrit un livre sur les Grecs, et en écrivant un livre sur les Grecs, j'ai relu la création du monde, pensée par Hésiode, dans le moment la théogonie d'Hésiode. Et Hésiode dit, la création du monde chez les Grecs, c'était l'union du ciel et de la terre, c'est-à-dire la terre Gaïa, le ciel Ouranos, par l'entremise d'Eros. Que voyons-nous? Ça veut dire quoi? C'est les noces, le ciel c'est l'invisible, la terre c'est le visible. La relation entre le ciel et la terre, c'est la relation entre le visible et l'invisible. Et nous disons quoi? Oui, Dieu fait l'amour à sa création. Le ciel et la terre font l'amour ensemble. Et faire l'amour, c'est rentrer dans la création du monde. Il y a quelque chose que m'avait dit un maître de yoga. Il m'avait dit, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe quand ils font l'amour. Ils ne devraient pas gâcher leur corps parce qu'ils font vivre des énergies qui sont ultra profondes et qui résonnent très profondément en eux. Donc je dirais en premièrement, il y a une ontologie de la sexualité. Et l'ontologie de la sexualité, c'est pas un modèle social normatif. C'est quoi? C'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui est sacré. Qu'est-ce que ça veut dire de l'ontologie? Ça veut dire qu'il faut relier la sexualité à un principe de beauté. Et ce qui manque à notre monde, c'est la poésie à propos de la sexualité. Roland Barthes, dans Fragment d'un discours amoureux, disait « C'est étrange, nous sommes dans un monde qui a un discours sur la sexualité et il n'y a plus aucun discours sur l'amour. » Et donc je crois qu'à un moment, il va falloir dire, si nous voulons sauver la sexualité, c'est que justement, il faut lui redonner sa part, je dirais presque mystique, transcendante, profonde, essentielle. Et deuxièmement, je pense qu'il est très beau d'expliquer qu'il y a une nature de l'homme et de la femme, une essence de l'homme et de la femme, au sens où il y a une vocation. Il y a une vocation de l'homme et de la femme. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une vocation? Une vocation, ça veut dire que je suis appelé de l'intérieur par quelque chose qui m'amène dans l'essentiel, dans la transcendance, dans la profondeur. Eh bien oui, je crois que quand on est une femme, on a un sexe de femme, on a un corps de femme, et c'est magnifique d'avoir un sexe de femme, un corps de femme, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle à une responsabilité. Une femme, avoir un ventre ou un sexe de femme, c'est avoir une responsabilité à l'intérieur de son ventre et à l'intérieur de son sexe. Et même chose pour l'homme. Nous avons une responsabilité à travers nos organes génitaux. Pourquoi? Parce que nos organes génitaux peuvent donner du plaisir à l'autre. Et ça, c'est magnifique. Et c'est quelque chose qui doit se respecter et se vivre comme quelque chose de sacré. Parce que la sexualité, c'est aussi ce qui peut donner de la vie et ce qui va fabriquer de l'humanité. Parce que la sexualité, c'est aussi l'énergie avec laquelle on est des poètes, des créateurs, des artistes, des mystiques, à travers lesquels la vie nous parle. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas
d'enfermer la femme en disant que la femme est faite uniquement pour faire des enfants et faire la cuisine. C'est bien évidemment, je suis d'accord avec le discours féministe. Mais je pense que ce n'est pas aider les jeunes filles, ce n'est pas aider les jeunes gens que de leur dire que la sexualité, c'est une affaire de liberté, de s'inventer et de faire ce qu'on veut quand on veut. Je pense que la sexualité consiste à dire, attention, tu vas maintenant devenir une femme, une jeune fille qui est formée, un homme qui est formé, tu vas avoir un sexe d'homme, tu vas avoir une sexualité de femme, tu vas avoir des pouvoirs qui te sont donnés, le pouvoir de donner du plaisir, le pouvoir de donner de la vie, le pouvoir d'être un artiste ou un poète. C'est une énergie fabuleuse. Et sois à la hauteur de cette énergie qui t'est donnée. Et donc, je dirais qu'il y a une nature au sens où il y a une responsabilité. Et qu'à un moment, ça n'est pas rien. Et je crois qu'aujourd'hui, vous voyez, on parle liberté, mais finalement, on ne parle pas de la sexualité. Est-ce qu'on aime la sexualité? On entend uniquement par sexualité le fait de l'orgasme. Mais on ne pense plus ce que veut dire la profondeur des organes génitaux, la profondeur du cœur et du corps, la profondeur de tout ce qui vient de la vie. Ce monsieur parlait de la nature. Là, on y est. Nous savons quoi? La sexualité, ce n'est pas simplement quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se reçoit. Écoute ce que ton sexe a à te dire sur ta vocation dans ce monde. Tu es une femme, c'est magnifique. Tu es un homme, c'est magnifique. Pourquoi nous avons des problèmes de relations entre hommes et femmes? Parce que nous avons des problèmes de beauté, parce que nous ne sommes plus capables de regarder la beauté du monde, parce que nous tenons des discours extrêmement violents, parce que nous ne sommes plus capables de regarder la beauté des hommes et la beauté des femmes, et finalement la beauté des sexes des hommes et des femmes, parce que notre regard est pollué, parce que notre regard est devenu impudique. Et donc je crois que vous voyez ce qui est important dans ce qui se passe. Résumons-nous. Nous avons affaire à quelque chose de très grave. La vie est attaquée. La vie est attaquée dans ses fondements. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus ignorants. Parce que nous n'avons plus de métaphysique. Parce que nous n'avons plus de mystique. Parce que nous n'avons plus de religion. Parce que nous ne savons plus contempler. Parce que nous avons perdu le fait de regarder les choses avec les yeux de la beauté. Quand je dis à les philosophes, quand je parle de la philosophie à mes élèves, je dis qu'est-ce que c'est que la philosophie? C'est se poser des questions. Non, la philosophie, c'est regarder, comme disait Spinoza, le monde avec les yeux de l'éternité et se poser des questions. Quand elle est là, c'est tellement beau que je me pose des questions pour la faire vivre. Et quand elle n'est pas là, je me demande où elle est. Nous disons quoi? C'est ça qui nous manque. Le combat pour la théorie du gender, c'est un combat pour la beauté. C'est un combat pour le regard. Nous ne savons plus nous regarder nous-mêmes. Nous avons des institutions qui nous empêchent de nous regarder nous-mêmes. Alors, que ceci fasse attention. Parce que maintenant, on va arriver, on va mener un combat. Et on va essayer de redonner cette dignité, ce regard au monde. Le Nouvel Observateur avait fait un article intitulé « La guerre du genre va-t-elle avoir lieu ?» Moi, je peux vous dire que la guerre du genre a commencé.